porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 35. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, jeux vidéo, séries. Je suis Daniel Andreev et de l'autre côté de la planète se trouve Benjamin François alias Squeaks. Allô Benjamin, comment tu vas ? Tu sais, je pourrais être de l'autre côté de ton appart, vu l'écho, à mon avis, ça tiendrait encore. Hein. Alors, il faut expliquer un petit peu, c'est que on enregistre dans des conditions particulières et c'est ça qui me donne un peu cette voix un peu de cathédrale, on va dire. Donc, tu es dans ton petit château en Dordogne, on peut le dire maintenant, Daniel. Exactement, mais bien cher frère, en ce troisième dimanche après la Pentecôte. Non, et plus sérieusement, After Eight a pas vraiment de sujet cette fois-ci. Cette semaine. Si ce n'est que on a oublié de faire l'épisode anniversaire. Et c'est vrai qu'After Eight a fêté ses 1 an et on vous remercie d'être aussi fidèles. Et donc on s'est dit qu'il nous fallait un invité exceptionnel. C'est quelqu'un avec qui on parle depuis très longtemps. On voulait faire un crossover et ce n'est pas Stéphane Boulet. c'est la première fois. Ah non, c'est vrai qu'on a eu Pouillot aussi. Mais Pouillot. Là, c'est un invité quand même exceptionnel, il faut bien le dire. Je te laisse introduire notre invité. Et donc, bienvenue Henri Michel. Salut les gars, salut les After Eightos, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. La tradition c'est qu'on applaudisse, hein. Bravo. Merci. Ah non, putain, vous êtes beau, hein. Vous êtes beau. Hein. Mais c'est un peu grâce à toi aussi. C'est pas vrai. Ah bah si, c'est en écoutant Riviera Détente, je me suis dit merde, il faut que je fasse un truc là, c'est pas possible. C'est les podcasts comme Riviera Détente qui nous ont donné envie de nous lancer. Alors évidemment, on n'a pas ton talent, mais écoute, que on n'est pas le même positionnement marketing. Je me monsieur. souvenais même pas que vous étiez postérieur à Riviera Détente. Je crois à 1 ou 2 épisodes près, quoi. D'accord, si ça a créé des vocations, c'est super. En tout cas, vous êtes partis tout à fait dans l'autre sens, hein, les gars. Complètement. Et alors, on s'est dit que si on essayait de te concurrencer, on allait se prendre une décalotée. Donc on s'est dit, on va pas du tout viser le même public ni les mêmes sujets. Et puis on est Rivieros, ça mine de rien. Fier d'être Rivieros. Et puis vous m'avez fait venir beaucoup de Rivieros. Quand vous avez parlé de Riviera Détente, ça me fait très plaisir. Il y a beaucoup. C'est vrai parce qu'en fait nos publics se ressemblent en fait. Oui, ils aiment autant hater que déconner. C'est ça que. Ils étaient très malheureux. Ils venaient de chez vous. Je leur ai donné à manger. Ils ont repris du poil et maintenant ils sont très heureux chez moi. Ils avaient perdu toute joie de vivre. Leurs membranes n'étaient pas du tout dilatées. Jeux vidéo, ils regardaient des films, des séries. Ils étaient tout pâles. Ils détestaient ce qu'ils regardaient. Mais surtout qu'en plus, on a beau dire du mal de plein de choses, t'as toujours des gens qui viennent nous voir en disant putain, vous m'avez donné envie de regarder ou de jouer au truc. Je fais mais les gars, mais non quoi. C'est le but inverse et tu m'étonnes qu'ils soient malheureux après. Et alors, il faut quand même préciser et présenter Henri Michel. Qui est Henri Michel ? Donc, on est en train de parler de ça. Donc, il est le patron, le coach, le mentor de Riviera Détente, le podcast le plus drôle de France. Est-ce que je m'engage ? La rédaction s'engage. La rédaction s'engage. Le podcast le plus drôle de France. Gentil. Voilà. Moi, j'adore. J'ai eu des moments de vrai fou rire à Riviera Détente. Même à l'autre bout du monde, dans la montagne, je me mettais tout seul ou accompagné, je me mettais Riviera Détente. Et il y a littéralement des moments où je me pissais dessus de rire. Moi, j'écoute Riviera Détente en voiture dans les embouteillages et c'est extraordinaire. Et quand je chante l'hymne de l'auberge de la Patchole, les gens me regardent comme si j'étais un gros débilos. Et c'est merveilleux. C'est très gentil. Puis c'est un peu vexant parce que l'émission a vocation d'être sérieuse, mais si ça vous fait rire, c'est une émission d'actu culturelle avant tout pour nous sur la Côte d'Azur. Écoute, la séquence documentaire sur les Réuniens fait partie de ces grands moments de bravoure qui m'ont fait pleurer de rire au volant. C'était extraordinaire. Moi j'ai eu François Hollande qui parle aux extraterrestres pour essayer de les convaincre de pas envahir la Terre. Et ça, c'est les premiers épisodes. Et alors, grâce à toi, je me suis pris des bides parce que j'ai présenté l'E3, donc le salon du jeu vidéo sur Gamecult, et j'ai essayé d'imiter François Hollande et j'ai pas ta maîtrise. Il faut que je fasse des trucs, quoi. Il y a des vocations qui sont créées. Il y a beaucoup de François Hollande qui sont apparus depuis, mais je l'imite plus là depuis janvier. J'ai décidé de renouveler mon stock. Depuis qu'il s'est retiré. Ouais, voilà. C'est ça, à peu près. Et il faut préciser quelque chose, puisque tu parles de Riviera constamment, de Nice, c'est que derrière, parfois, dans ton micro, on va entendre des crapauds. Oui.
Alors, on les entend. C'est la saison des amours. Excusez-nous si les animaux font l'amour chez nous. Et en ce moment, ils cherchent les femelles et ça crie beaucoup. Hein. Les crapauds crient, ils sont au taquet. Hein. C'est l'auberge de la patchouli dans mon jardin là, en ce moment. Est-ce qu'il y a une répercussion sur l'être humain? Ah bon, à part des petites projections dégueulasses sur les murs, ça va, ils sont plutôt tranquilles. Et la nuisance sonore. Mais moi, j'aime bien le bruit des crapauds, ils sont sympas. Et alors, il faut que je précise encore quelque chose, encore une corde à ton talent. C'est l'émission de la Ah précision. non, mais parlez pas de moi, les gars. Non, mais d'abord, on va parler de toi. Ensuite, on va hater. Attends, avec ma voix de cathédrale, normalement, on va hater. Ah, mais attendez, les gars, non, ça va pas. Parce que soit les gens me connaissent déjà, et donc t'as pas besoin de me présenter, soit, si maintenant, à l'heure qu'il est, il m'écoute pas, c'est qu'il me hate. Donc, faites un after hate, soit sur moi. C'est vrai, quelque part. Alors, il faut que je te dise un truc. Henri Michel anime aussi une chaîne YouTube, une chaîne Twitch qui s'appelle Player Lambda. Et je pense que c'est la chose la plus hilarante qui s'est faite sur le jeu vidéo en vidéo sur YouTube. Je pense que tu éclates tous les YouTubeurs sans même t'en rendre compte parce que je suis sûr que tu en regardes aucun en fait. Ah non, jamais. J'ai jamais vu un let's play de ma vie, non. Mais les gens vont croire que je fais 1 million de visites, mais ça reste très confidentiel tout ce que je fais, tu sais. Player Lambda inclus, hein. Mais c'est vrai que je crois que la force de l'émission, c'est de ne jamais avoir regardé de let's play avant, quoi. Oui, et du coup, ça donne un côté hilarant. Moi, un de mes préférés, c'est quand tu fais le Trauma Center et que tu fais le docteur. J'adore cette vidéo-là. Et j'adore ces speedrun sessions sur Dark Souls Pro. Dark Souls. Le dernier, en plus, t'en as mis un en ligne il y a pas si longtemps, là, le volume 3. Je pleure de rire. C'est très gentil. Ça me met très mal à l'aise, tous ces compliments, mais c'est très gentil. Non, mais, attends, après, on va trouver un truc pour s'unir dans la méchanceté. J'espère qu'Henri va se mettre à Fury un jour quand il aura fini Dark Souls 3, parce que j'aimerais bien le voir jouer à Fury en fait. Est-ce que je sais pas si t'en as entendu parler. C'est pas un petit jeu de plateforme, non, un truc comme ça. Alors non, c'est un jeu en fait où tu ne te bats que contre des boss, donc ça rappelle un peu Dark Souls dans l'idée. C'est un jeu français en plus, et moi je suis dessus en ce moment et je hurle de rage parce que c'est très difficile, très technique, donc je pense que c'est parfait pour Player Lambda. Ce qui est fou avec Dark Souls, c'est que c'est donc bien sûr les gens qui regardent Player Lambda qui m'ont dit de le faire, en sachant que c'est un jeu hyper dur, quoi, et que moi déjà Mario Bros, je souffre énormément. Enfin, je suis nul en jeux vidéo, et donc ils m'ont conseillé ça, et je dois dire que donc je me suis accroché, je sais pas, il faut regarder les vidéos, mais je suis mort, je sais pas, 400 fois sur le premier boss, on a terminé à 4 heures du matin avec 100 personnes en ligne, et on pleurait tous de joie comme si la Challenger venait de décoller, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que c'est devenu, je pense, mon jeu préféré de tous les temps, quoi. C'est-à-dire que ce rapport à la difficulté et à la victoire m'a donné des sensations que j'avais jamais eues de ma vie en jeu vidéo, et du coup, par une plaisanterie, c'est devenu le jeu le plus important de ma vie, quoi. Je te comprends complètement. Dark Souls aussi me plonge dans cet état. Il y a que Dark Souls qui me donne ça. Ouais. Une espèce de satisfaction dans la victoire. C'est tellement puissant. Et quand on est collectif, c'est énorme, quoi. Moi, j'ai pas accroché à Dark Souls parce que j'aime pas la maniabilité, mais je comprends le phénomène parce que je le vis en ce moment avec Fury, en fait. D'accord. Donc, dès que je finis Dark Souls en 2047, je m'y mettrai. Et tu sais que, puisque j'imagine tu t'es documenté sur notre émission, tu sais qu'on commence un peu par cette section où on parle un peu de notre vie et pour ce qui s'est passé la dernière semaine, les 2 dernières semaines. C'est là où on parle des randonnées, des choses comme ça? C'est là où on parle des randos, c'est là où on parle de la green card, c'est là où on parle de tous ces trucs. Il faut dire un truc à nos auditeurs, c'est que Henri Michel a fait une parodie hilarante de nous où tu faisais moi. Oh putain, on a tellement de liens à mettre sur le post de l'émission là, ça va être, on va tous retaper. Et oui, donc c'est le moment, la séquence. Alors, Quix, qu'est-ce qui t'est arrivé là récemment? J'imagine que tu t'es enfilé comme moi Iron Fist, quoi. Alors tout à fait, je me suis enfilé. Le terme est bien choisi, enfilé Iron Fist. Mais j'y avais pas pensé. La nouvelle série Marvel Netflix. Des séries Marvel Netflix avec lesquelles j'ai un affect. Enfin oui, j'ai beaucoup aimé Jessica Jones. J'ai beaucoup aimé les 2 saisons de Daredevil. Et j'ai même bien aimé Luke Cage parce que oui, c'était un peu lent, c'était un peu chiant, mais la photo était super et la bande son était incroyable. Et Iron Fist, non, il y a rien qui va en fait. Tout est problématique. C'est
c'est mal filmé, c'est mal mis en scène. La bande son est complètement hors sujet et pourrie. Enfin, je veux dire, je préfère entendre les crapauds derrière Henry que la bande son qu'il y avait dans Iron Fist, si tu veux. Je préfère beaucoup de choses avec des crapauds dedans. Tout est raté dans Iron Fist. Et il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a envoyé un lien où ils expliquaient que l'acteur principal, il fait ce qu'il peut. Hein. Vraiment, tu sens qu'il essaye, mais clairement, il a pas la maîtrise des arts martiaux. Et ils expliquaient qu'en gros le mec était briefé sur la chorégraphie des combats 15 minutes avant de les faire. Mais et tu sais quoi, ça se voit quand je vois. C'est tellement visible à l'écran. Tu sais quoi, j'ai fait 7 ou 8 ans de kung-fu. J'ai même essayé des compétiteurs. J'ai jamais été brillant, mais par contre je m'y donnais à fond. Mais j'ai déjà vu des débutants avoir à peu près ce résultat-là en première année de kung-fu. Donc s'il vient juste de s'y mettre et faire ses mouvements de tai chi tout pourris, c'est vrai que c'est compréhensible, quoi. Le seul problème, c'est qu'ils ont casté lui pour être un mec qui a étudié 15 ans dans un monastère Shaolin de l'espace. Alors c'est quoi l'histoire, les gars? Parce que moi j'ai vu les 20 premières minutes, mais j'ai dormi après, mais il était pieds nus dans New York, il essayait de retrouver sa famille, il était censé être mort, mais il va se passer quoi? Tu vois Batman Begins? Ouais. Tu vois Batman? Ouais. Bah, c'est l'histoire de Batman, c'est un mec qui revient dans sa ville d'origine après avoir subi un entraînement de colossal qui fait de lui un justicier. Ah d'accord, ok. C'est aussi simple que ça, sauf que la particularité, c'est que Batman, lui, il va s'entraîner avec des ninjas, lui, il va s'entraîner avec des moines Shaolin, et il revient après avoir vaincu un dragon. Chose que tu ne vas pas voir dans la série. Tu vas pas le voir dans la série, tu vas pas voir la ville magique, tu vas rien voir, tu vas juste voir ce mec qui se bat comme une poupée de chiffon, quoi. Ouais. Ah, il est triste et pathétique, en fait. C'est quand même malheureux parce que le personnage est entièrement basé sur sa maîtrise du kung-fu. Donc c'est une série où tu vas avoir des combats et des arts martiaux, et les combats, ils sont tous nuls. Là où Daredevil a posé un jalon en matière de combat dans une série télé, c'est quand même incroyable. Ouais. T'avais les plus beaux combats jamais vus dans une série télé dans Daredevil, et là c'est nul de chez nul, c'est même pas du niveau de Walker Texas Ranger, et j'exagère à peine. Parce que Chuck Norris au moins il sait se battre, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est mal filmé, c'est mal chorégraphié, tu sens c'est bizarre parce que d'habitude ils ont tellement de moyens, ils ont tellement d'artistes. Mais là tu sens que ça a été fait à l'arrache, hein. Je pense qu'ils ont tout fait en speed parce que il fallait qu'ils sortent la série, parce que il y a le projet Defenders qui est derrière et que ils ont pas eu le temps de s'appliquer, je pense. Enfin, je vois pas d'autre explication. Et toi, Henri, t'as fait que 30 minutes. Tu t'es dit stop, c'est bon. Non, c'était vraiment. J'ai très peu de temps je vais pas faire ma Beyoncé, mais j'ai très peu de temps pour moi en ce moment. Et je me suis dit, je vais lancer ça. Ça a duré. J'ai regardé 20 minutes. Le mec se baladait à pied dans New York. Je trouvais ça assez poétique comme image et tout. Puis il essayait de rentrer. C'était un Indien dans la ville. Il y avait un petit côté Mimicicu, comme ça. Il essaie de rentrer dans un immeuble et il met à terre quand même beaucoup de vigiles et il monte. Il est chaud. On voit qu'il a une montée de glucose. Il a 2 doigts de casser la gueule à une femme dans un bureau. Et là, je me suis endormi parce que la violence me donne sommeil. Et je me suis endormi plusieurs fois pendant la série. Et en fait, c'est ça qui est terrifiant, c'est que si tu regardes que le premier épisode et le dernier, t'auras rien manqué. C'est cool. Putain, c'est vrai que t'exagères à peine en fait en disant ça. C'est très vrai. Je vais pas forcément rentrer dans la polémique ils auraient dû caster un asiatique pour le rôle. Bon, pourquoi pas, mais en fait pour moi il y a un plus grave problème, c'est qu'il y a un personnage asiatique dans la série et c'est Colin Wing, et en fait là où c'est vachement bizarre, c'est que à plusieurs reprises dans la série, elle va dire non mais ton kung-fu c'est bien gentil, mais moi je fais du karaté, ou alors non mais t'es gentil avec ton Wing Chun, mais ça c'est un katana, c'est une arme japonaise. L'actrice est chinoise, il y a plusieurs moments où tu la vois faire du kung-fu et pas du karaté, enfin t'as un mélange des genres. En fait c'est l'asiate de service et elle est de la nationalité que tu veux quand ça les arrange. C'est très 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 bizarre. Mais est-ce que dans la BD, dans le comic, le personnage est asiatique à la base? Alors à la toute origine, oui, le personnage est blanc à la toute origine, mais en fait il y a eu un moment où on t'explique que Iron Fist c'est un peu comme James Bond, tu vois, c'est un nom de code, ça peut être plusieurs personnes. Okay. Et c'est un titre, ouais. Voilà, et depuis t'as eu un Iron Fist asiatique. Je suis pas fondamentalement choqué par le fait qu'ils aient casté un blanc, mais ils ont quand même pris un blanc qui sait pas se battre, ça c'est quand même super problématique. Et puis il y a un autre truc, c'est qu'à un moment dans la série, il y a un personnage qui s'appelle Bakuto, qui est un perso super mineur des comics. Tu te demandes pourquoi ils sont allés choper ce perso-là. Donc le mec avec un nom pareil, tu t'attendrais à ce qu'il soit asiate. Eh ben non, c'est un hispano. mais c'est incompréhensible. Par contre, à peu près toutes les minorités ethniques, en fait non, j'allais dire sauf la gentille chinoise qui en fait est japonaise, mais non, toutes les minorités ethniques font partie des méchants.
C'est vraiment curieux. Ouais. Je peux juste te dire, j'ai vu Ghost in the Shell. Je sais pas quand est-ce qu'on va diffuser l'épisode, donc je crois que j'aurai le droit d'en parler. Et Ghost in the Shell a un peu le même problème, sauf que il y a Kitano dedans, et Kitano par contre parle en japonais tout le temps. Même quand on lui parle en anglais, il répond en japonais. T'as l'impression que Kitano en a rien à foutre. Et c'est ça en fait. Quand t'es une star, eh ben t'as pas besoin de te donner le mal. Tu peux être Kitano et ça suffit. Ouais. Et c'est génial quoi. Les mecs ils lui parlent en anglais et il est là vraiment. Il aurait pu jouer ça par Skype. et j'adore la désinvolture de Kitano. Ça me fait penser à Samuel Jackson un petit peu dans tous les films de Samuel Jackson depuis 15 ans. Mais ce que vous savez, Samuel Jackson dans Kong là. Oui pardon vas-y. Ce qui n'aurait été pas du tout raciste pour Iron Fist, ça aurait été de prendre un asiatique qui fait très mal du kung-fu. Parce que finalement, ça aurait été très cliché de faire, c'est des asiatiques qui combattent bien, quoi, finalement. Finalement, c'est pas raciste de mettre un caucasien, mais ce qui aurait été méga pas raciste, ce serait mettre un asiate qui se batte comme à pied. Ça aurait été génial. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais, du coup, ils nous ont refait une David Carradine qui savait pas, il savait pas donner un coup de pied, carrément. C'est facile de dire ça. C'est parce qu'il est mort. Dis-lui en face, à l'époque. Mais si tu veux, c'est pour ça que moi j'ai pas forcément un problème avec le fait d'avoir pris un blanc pour faire Iron Fist, mais par contre, quand il commence à expliquer au personnage qui est censé être Colleen Wing, qui est la chef de son dojo, qui est maître de karaté, quand il commence à lui expliquer comment se battre, c'est là tu te dis putain, il lui mansplain le kung-fu quoi, c'est horrible. Et il est en train de lui expliquer, voilà, c'est ça, il faut être plus intérieur quand tu fais du kung-fu. Et t'as envie de lui faire, mais ferme ta gueule, quoi. Grave, mais tellement. Et ouais, en fait, on dirait de la danse classique, tellement ils sont loin et ils se touchent pas. Enfin, c'est pire que, tu sais, la capoeira où les mecs ils dansent pour simuler un combat et où tu vois clairement que ça passe. C'est un peu The OA, quoi, alors. C'est un peu The OA. Ah, j'ai pas regardé The OA. Bah, il faut de la chorégraphie. Hein. Mais vas-y, mais si tu veux dire un peu de mal. Ah, non, voilà, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force pour critiquer The OA. Non, mais la hate... T'as déjà tout donné ouais, j'ai tout donné sur The OA. House of Cards, j'en ai encore sous le pied, mais The OA, j'ai tout donné. House of Cards. Vas-y. House of Cards, t'as tenu les dernières saisons, là, ou pas? Non, mais d'ailleurs, je fais une parenthèse sur The Iron Fist, c'est un peu pareil. Je comprends pas que Netflix ait pas encore permis la lecture en x3, x4. Non, mais c'est vrai. Attends, mais tu imagines pas le nombre de séries que j'aimerais regarder comme ça. Hein. Scandale, par exemple, c'est une série que j'adore détester ou que je déteste adorer, quoi. Mais j'adorerais regarder Scandale x5, x6, quoi, juste pour suivre les histoires de Olivia, quoi, tu vois. Toi, tu hate watch Scandale, c'est bien. Non, c'est pas hate watch. Non, j'assume pas. Je regarde Scandale. Moi, tous les trucs de Shonda Rhimes, j'avoue que je regarde, quoi. Ah bah, c'est mon petit côté fleur bleue. Ça tombe vachement quoi. bien. Ça tombe vachement bien parce qu'hier j'ai découvert, c'est la première fois que je regardais, je suis tombé sur 2 épisodes de How to Get Away with Murder. Ouais, j'ai pas suivi celui-là. J'ai pas suivi celui-là. Et en fait, j'ai pas eu de bol, j'ai vu les deux derniers épisodes de la saison 1, donc je me suis un peu fait spoiler tous les tueurs et tout qui est mort. Mais c'était intéressant. C'était intéressant. Ça a l'air d'être un peu tous des connards en fait, donc ça m'a presque donné envie de regarder. Non, mais je pense que des séries comme Scandale, ça utilise les ficelles du porno. Sans scène porno, c'est-à-dire que on ne fait que suivre un peu avec qui Olivia va terminer d'épisode en épisode. Il y a un petit côté très reposant pour le cerveau. Moi, j'aime beaucoup ce Scandale. Ah, donc c'est exactement comme Grey's Anatomy mais version politique. Ouais. Et puis côté. J'ai une bonne série de hate watch à vous proposer, à part House of Cards. Je me suis remis à Love. Est-ce que vous connaissez Love produit par Judd Apatow? Oui, j'ai vu la saison 1 et les 2 premiers épisodes de la saison 2 là. Et tu sais quoi? Ah, j'ai envie de les exploser, mais alors d'une force. Moi, je les trouve horribles l'un et l'autre, et je pense qu'il y a une alternance entre, parfois t'as envie de tuer la fille, parfois t'as envie de tuer le mec, et ensuite ça revient, c'est tous les épisodes, t'as envie de les tuer pour des raisons différentes. Ouais, enfin. Je les hais. Il y a un truc qui est vrai, c'est que, sur certains épisodes, vraiment, c'est rare les séries où tout le monde est laid. Et même des personnages secondaires, etc. Mais c'est le parti pris, je pense, de la série. Bien sûr, Gillian est belle, mais elle se valorise pas. Elle joue le rôle de la fille un peu dépressive, etc. Elle joue la moche, alors qu'elle est super belle. Moi, j'aime beaucoup le personnage principal. Je t'avoue, je l'aime énormément, ce type. Le héros. Le héros. Parce que il me fait penser à Jeff Daniels jeune dans Dangereux sous tout rapport avec Mélanie Griffiths. Ce côté binoclard, mais un peu séduisant, un peu fragile séducteur comme ça. J'aime beaucoup ce mec. Il m'a vraiment impressionné, cet acteur, moi. Un peu post Woody Allen. Mais l'acteur est super. Mais moi, il me donne l'impression d'être un mix entre Sean Penn et Woody Allen, le mec. Donc je le trouve pas vraiment séduisant. En fait. Et alors, par contre, il emballe sévère dans la série. Ouais.
Ouais. C'est assez incroyable. Alors que il est vraiment le moche, quoi. Bah, vous êtes bloqués dans les années 90, les gars. Il a pas de biscotto, mais il envoie, quoi. Non, il est beau gosse. Tu vois, Gillian Jacobs, je l'ai croisée par hasard un jour. Elle était genre le matin au réveil, pas maquillée, pas apprêtée. Elle était déjà magnifique. Donc, c'est une très belle fille qui a jamais joué sur sa beauté, qui a jamais joué le moindre rôle sexy, qui joue toujours la fille en marge. Une fille passionnée par le stand-up, par la scène indé. Elle est passionnante, cette fille. Je la crois souvent dans les podcasts ricains de comédie en impro. Bah, je crois qu'elle est dans un How Did This Get Made récent, là. Ouais, et puis elle a fait des comédies Bang Bang, elle adore ça, quoi. Et puis elle a fait un film, là, récemment, avec, sur le stand-up, là. Vous l'avez vu, ce film, sur un type qui se retrouve au SNL, une troupe d'impro. Non, vous en avez pas entendu parler avec le mec non. avec Michael Keegan, Peele, de Key and Peele. Et c'est une groupe d'improv comédie. Il y a un des mecs de la bande qui se retrouve au SNL. C'est un super film. Je me rappelle pas du titre parce que j'ai aucune mémoire. Bah, il faut absolument que je vois ça. Ah ouais, il est super, ce film. Ah, écoute, je signe. En tout cas, je signe plus que Love, en tout cas. Ouais, c'est vrai que la deuxième saison est très très déprimante. Ah, en plus, parce que là, j'en suis épisode 4 et putain, c'est vraiment, enfin, ouais, c'est pas de la joie de vivre et je les déteste. C'est ça qui est incroyable, c'est que je les hais de toute mon âme. Sale gueule. Non, je les déteste. Genre, quand elle arrive sur son lieu de travail et qu'elle lui pourrit sa vie professionnelle, je la hais. Et quand lui, il la traite mal, je le hais. Vraiment, j'ai de la haine pour ces personnages. C'est viscéral. C'est assez incroyable. J'ai jamais ressenti ça dans une série. Et pourtant, j'ai vu Supercopter quand ils ont changé les acteurs, tu vois, genre, j'ai surveillé, tu sais, les séries, ça c'est le moment, ce que les plus jeunes ne savent pas, c'est que, avant, dans les séries des années 80, quand ils en avaient ras le cul que les acteurs se prenaient trop pour des stars, on les remplaçait en cours de saison, ça posait aucun problème. Bah, Chérie, fais-moi peur. Chérie, fais-moi peur, Supercopter, et genre, et ce qui est génial, c'est qu'ils faisaient comme si de rien n'était. Ouais. Bah là c'était les cousins des acteurs principaux. Ouais. Mais en fait pour Chérie fais-moi peur ils ont fini par les virer et remettre les anciens. Le film dont tu parles, Henri, ça s'appelle Don't Think Twice. Voilà, et effectivement c'est très curieux que j'en ai jamais entendu parler parce qu'il y a Kate Micucci, il y a Keegan-Michael Key comme tu dis. Putain, mais il y a plein de gens que j'adore. C'est un super film pour ceux qui s'intéressent un peu à ce type de scène et SNL, tout l'univers, etc. C'est très sympa. Des fois, on frôle le malaise, mais c'est très réaliste de ces troupes d'impro qui sont capables de se gêner pendant 20 minutes avant de sortir un truc drôle. C'est vachement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Eh ben, écoute, ça sera sur ma liste. Et en parlant de séries et de saisons et de tout ce que tu regardes, tu es un grand adepte de Top Chef, toi. Ouais. Et ouais, je me suis lancé dans une aventure depuis cette nouvelle saison avec Munchies, qui est le site de bouffe de Vice, sur des petites chroniques. Un site de bouffe de Vice? Et c'est quoi, des recettes de cuisine et tout ça? Ah, Munchies, ouais, c'est le site qui parle de la bouffe, de l'agneau. Donc c'est Vice, donc c'est des recettes à la coke. Non, il y a ça va des trucs trash, justement la gastro et non, c'est moi j'aime beaucoup, je suis super content chez eux, ils m'ont laissé carte blanche et je fais des fleuves, je m'éclate et ça a pris il y a un engouement autour de ces articles et ça me fait rire parce que maintenant Top Chef c'est un rendez-vous, on attend derrière le débrief et puis c'est un des trucs les plus excitants que j'ai fait en écrit quoi depuis longtemps. Par contre, c'est un boulot parce que je faisais la même chose pour Koh-Lanta. Ouais, je me rappelle. Ouais. Et c'est vraiment un boulot assez énorme en fait parce que moi je devais récupérer l'épisode dans la nuit, après tu fais les gifs, tu dois taper le texte. Bon, moi je les ai avant, je te cache pas, je les ai quelques jours avant, mais quel vénard. Ça, par contre, je fais 30 000 signes par article quoi. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est des bibles quoi, c'est-à-dire que tu fais des analyses sémantiques. Non, voilà, Top Chef j'aime beaucoup par épisode. Ouais, c'est ça. Et alors, et j'adore aussi les versions étrangères. J'ai beaucoup suivi les versions australiennes, américaines, etc. Avant, j'étais un grand fan de Survivor. La Red TV, ça a été un gros kiff pendant très longtemps. Et Survivor, notamment, j'étais vraiment un spécialiste, mais j'ai un peu décroché. Et Top Chef, j'aime beaucoup Top Chef. Je sais pas pourquoi. C'est un peu reptilien
comme passion, quoi. Tu vois des gens cuisiner, tu t'y intéresses, tu vois des gens que tu aimes juger les plats et voilà, de fil en aiguille. Est-ce que tu détestes des persos? Enfin, je dis que c'est des persos plus que des personnes. Ah bah là, pour les gens qui suivent mes reviews, j'ai un peu une bête noire, une candidate qui a une chatte monumentale et qui gagne toujours par accident. C'est Inspecteur Gadget, tu vois. Elle fait tomber par terre une pomme de terre, elle se transforme en cristalline, elle passe. C'est Pierre Richard. Ah, c'est Pierre Richard du bon côté, quoi. Et donc elle est assez drôle, elle est très très comment on dit, polarisante, et donc les gens aiment la détester et on s'éclate tous à la vanner, quoi. Ouais. Et sur les versions internationales de Top Chef, est-ce qu'il y a des différences fondamentales, genre peut-être au niveau des ingrédients, mais c'est très très dur de faire aimer à quelqu'un. Par exemple, Top Chef US, ils vont s'esclaffer, ils vont se moquer, etc. Mais quand tu rentres dedans, enfin surtout Masterchef, j'aime beaucoup, je préfère Masterchef aux États-Unis avec Gordon Ramsay. Ouais. Et c'est une cuisine complètement différente. Tu vois vraiment, ce que j'aime dans Top Chef France, c'est que c'est vraiment une image de la France. Et Top Chef et Masterchef US et Top Chef US, c'est une image des États-Unis. Donc t'as le maïs, t'as les plats du Sud, t'as les trucs à l'écrevisse, t'as les plats de Louisiane, t'as les plats de la communauté afro-américaine, et ça t'as plus l'Amérique de partout, quoi, tu vois. Et c'est loin d'être des amateurs, c'est loin d'être des trucs dégueulasses, gras, etc. Ouais. Ils sont très très forts. Donc il y a vraiment un très très gros niveau, et c'est peut-être la seule émission où j'ai vu débarquer sur le même plateau Ducasse, Savoie, Daniel Boulu et Ramsay. C'est-à-dire sur le plateau, t'avais le plus grand nombre d'étoiles cumulées au monde, puisque c'est les 4 entrepreneurs qui ont le plus d'étoiles Michelin au monde, juger un plat, quoi. Donc là, t'as un niveau, t'as un level extraordinaire. Et puis il y a des scènes qui te tirent des larmes, parce qu'ils ont le sens de la mise en scène, ils te font tirer des larmes. Vraiment, je pourrais en parler des heures, quoi. Mais Top Chef US, oui, ça vaut, Masterchef US, ça vaut vraiment le coup de vous taper une saison, quoi. Et qu'est-ce que tu penses des trucs à la japonaise, les Iron Chef et les trucs je suis moins impressionné sur ça. J'en avais vu pas mal quand j'étais à fond là-dessus. J'ai moins d'avis sur Iron Chef. Moi, j'aime bien le côté, j'adore le côté juge méchant, qui vient commenter ton entrée, ton plat, ton dessert. J'adore ce côté-là. J'adore le côté jury, moi. Et est-ce que par rapport à des trucs genre cauchemar en cuisine, est-ce que tu t'y retrouves un peu ou pas? Ouais, alors Cauchemar en cuisine, j'ai un peu décroché là-dessus parce que j'aimais beaucoup. Donc j'ai eu ma période Ramsay où je crois que j'ai vu tous les formats de Ramsay, et Dieu sait qu'il en fait. Mais non, ce qui est un peu décevant avec Cauchemar en cuisine, c'est le nombre de faillites qui suivent les enregistrements. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il en sauve 1 sur 5, et encore je suis généreux. Il y a un site qui répertorie c'est vrai. Il y a un site qui répertorie l'avenir des restaurants après le passage. Bah, ça veut pas dire que s'il n'était pas passé, peut-être ça aurait été accéléré, hein. Peut-être les gens ont eu un sursis. Mais c'est assez sad, quoi. Quand tu vois la suite, c'est toujours 1 sur 6, on va dire, qui survit. Il y a eu des suicides. Il y a eu des mecs qui se retrouvent en prison. Mais c'est pas la faute à Ramsay. Mais disons que il te sauvera rien. Quand t'as la tête tordue et que tu fais mal les choses, c'est pas parce que on va venir en plateau pendant 1 semaine que tu vas devenir le meilleur chef au monde, quoi. Et Chebest, lui, il est plus cool, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, à chaque fois, il se double lui-même. Et j'ai vraiment un problème au fait qu'il se double lui-même parce qu'il c'est nul. Il est pas très bon comédien de lui-même. Ouais. Et du coup, il dit, mais je n'ai jamais vu ça. Mais il se moque de moi. Et il est vraiment pas très bon pour faire lui-même. C'est tout à fait. Et puis, comme dans Top Chef, avec les différents juges, comme Saran, je suis content de Daniel. C'est un bon candidat. J'espère qu'il mettra le petit côté peps à son plat. Tu as des magnétos comme ça qui sont insupportables, quoi. Non, Chebest, il fait ce qu'il peut. C'est ça, pour le coup, c'est une vision de la France qui me fait de la peine, quoi. C'est des petits rades, des personnes qui galèrent et tout. C'est une émission qui a plus tendance à me déprimer qu'à me faire marrer. J'aime pas me moquer des gens qui sont à moitié en faillite, qui font des plats de merde. Ouais. C'est un rire qui me plaît pas, quoi. Plus, ouais, dans des cuisines crades, ils savent pas, tout simplement. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est de l'ignorance. Et c'est pas un rire qui se déclenche facilement avec moi, quoi. Mais, alors, écoute, moi, j'ai regardé une saison de Top Chef, et c'était il y a très très longtemps. Et le truc, d'abord, je comprends qu'on puisse avoir de l'intérêt et tout ça, mais le problème, c'est que c'est fucking trop long, quoi. C'est monstrueux. Est-ce que c'est pas un problème de la France, ça, de faire étirer en longueur des émissions qui gagneraient vachement plus à être au format américain, à durer 1 heure et basta? Une saison de Top Chef, on s'en rend pas compte, mais c'est 3 fois le Seigneur des Anneaux en intégrale. Ouais, mais il y a pire ailleurs. Par exemple, sans dire de bêtises, je peux pas faire de fact-checking là-dessus, mais quand je me suis intéressé à Top Chef australien, si tu cherches sur un site de torrent, par exemple, tu verras qu'il y a environ 200 épisodes par saison, puisque c'est plusieurs fois par semaine, et c'est des épisodes
facilement de 50 minutes. Et je crois qu'une saison, sans dire de bêtises, c'est plus de 200 épisodes, quoi. Mais attends, il les découpe par 5 minutes. Et c'est comme produire une quotidienne. Ils produisent une quotidienne. Tu sais, 5 minutes et ils te les mettent comme Ulysse 31, tu sais, juste avant le journal. Mais ils les enferment dans un loft ou quoi pour qu'il y ait des trucs à dire tous les jours oui, attends, sans dire de bêtises, c'est là où ils vivent ensemble, je sais pas, mais ouais, en tout cas, c'est, regardez, on se renseignera, je ferai dans les commentaires plus d'informations, mais c'est monstrueux le format australien. J'ai fait que d'émissions de Top Chef et en fait, j'arrivais pas à trouver, pas que j'arrivais pas à trouver, mais je trouvais que c'était pas suffisamment intéressant par rapport à ce que j'arrive à faire pour faire des bons articles. Mais par contre, ce que j'avais fait, c'est que je regardais Bachelor en même temps, ou je sais plus laquelle, et du coup, je zappais d'une chaîne à l'autre, et à un moment, en plus, il y avait un débat politique, donc j'arrivais à essayer de zapper sur Fabius, ensuite Top Chef, ensuite essayer de Bachelor, et j'arrivais à faire un truc qui ressemble un peu à quelque chose à n'importe quoi, mais en même temps, c'est ce que la télé nous offrait à l'époque, quoi, tu vois. C'est clair. Mais juste pour terminer, je vais parler un peu de Love, là. Top Chef, Masterchef US, ça m'a donné mon plus beau moment de télévision, peut-être de toute ma vie. Ah ouais? Peut-être ça se trouve sur YouTube. C'est un extrait, bon, peut-être qu'on va le voir à froid. C'est comme si je vous montrais mon amoureuse du collège où je dis qu'elle était trop belle et quand vous la voyez, elle était peut-être pas si belle que ça, quoi. mais c'était il y a quelques années. C'est une candidate qui est non-voyante et qui a gagné Top Chef, qui s'appelle Christine A. Et c'était une épreuve sur les tartes aux pommes. Et elle croit qu'elle a foiré sa tarte. Elle voit pas ce qu'il y a dans le four. Elle voit rien, quoi. Donc elle se base sur ses sensations, etc. Non, mais c'est pas drôle. Elle fait son truc. Non, mais c'est une excellente cuisinière. Ouais, et puis elle a une assistante pour les ingrédients et tout. Bref, c'est cool quand même. Elle fait sa tarte aux pommes, elle la présente à Ramsay, donc c'est des tartes aux pommes à l'américaine avec la croûte par-dessus, tu sais. Et Gordon Ramsay, il la voit chialer déjà, il lui dit, mais pourquoi tu chiales? Il dit, parce que j'ai raté ma tarte. Il dit, ah bon, tu crois que t'as raté ta tarte? Elle fait oui. Et là, il prend son couteau, il promène le couteau sur la croûte, il dit, là, tu entends quoi, là? Et il y a la musique, les violons qui commencent, elle dit, j'entends une croûte parfaitement croustillante. Il fait oui, tu entends une croûte parfaitement croustillante. Et là, tu entends quoi? Et là, il enfonce la lame dans la tarte aux pommes et t'entends crunch. Tu vois le son parfait. Il dit là, tu entends quoi? Elle dit, j'entends une tarte parfaitement croustillante et juteuse. Il fait oui, tu entends une tarte parfaite. Et après, il la goûte et il fait, c'est la meilleure tarte aux pommes que j'ai jamais mangée. Et là, il fait, c'est la tarte de ton voisin. Et j'étais en larmes. Comme dans les dessins animés japonais, j'avais des torrents aux yeux, quoi. Voilà. Donc beaucoup de love sur même dans Koh-Lanta, on n'a pas eu des trucs comme ça. Non, tu m'étonnes. Attends, t'imagines dans Koh-Lanta, il leur met un bandeau sur les yeux, il fait et là vous entendez quoi? C'est une mangue. Vous l'aurez pas. Vous allez bouffer de la Koh-Lanta, terre. Je regarde pas, je suis trop snob. J'étais un fan de Survivor et je n'arrive pas à m'adapter au format français. J'arrive plus à regarder Koh-Lanta, sans doute parce que je m'appliquais trop avant déjà, parce que j'écrivais les articles et après tu sais c'est comme tu lâches la pression et tu peux plus revenir sur le ring, il faut que faut que tu te réentraînes et surtout un autre truc c'est que c'est super trop long quoi, je remonterais ça différemment et puis en plus les castings commençaient à pas tous se ressembler mais genre il y avait trop de schémas, il y avait pas je trouvais ils étaient pas assez divers esthétiquement, je trouvais c'était un peu voilà. Je crois qu'un des principaux reproches qui était fait à Koh-Lanta, c'est surtout que les candidats c'était pas assez des enfoirés parce que en fait le prize money à la fin était trop faible par rapport à Survivor. Ça c'est le gros problème de Koh-Lanta, c'est que tu gagnes quoi, aux États-Unis tu gagnes 1 million. Ouais. En France tu gagnes 100 000 euros. Ouais. 100 000 euros c'est beaucoup d'argent hein. Et si on avait 100 000 euros à After Eight, je vous jure que le son il serait nickel hein. Il serait cristallin. Mais on aurait envoyé un mec pour tuer tous les crapauds chez Henri. Mais le problème, c'est que à 100 000 euros, bon, c'est beaucoup d'argent, mais personne ne va passer pour le roi des connards devant toute la France. Enfin, c'est arrivé, hein. Je me rappelle de certains candidats. Il y a eu une année où j'avais regardé avec toi. Il y avait un type, c'était Dark Vador, le mec, quoi. Ouais, mais bon, en général, il y en avait un, il était belge, on l'appelait le grand straté belge. Et il était un peu plus malin que les autres parce que lui, il avait vu Survivor, il avait compris que nous, ce qu'on veut, c'est du game. Il jouait à fond. Mais le problème, c'est que dès que tu joues en France, les gens te disent, t'es pas sport, t'es pas là pour l'aventure et tout. Et moi, j'en ai rien à foutre qu'ils fassent ça pour leurs enfants et tu viens pour l'argent, t'en as rien à branler. Non, mais c'est pire que ça. Moi, j'ai envie de voir du jeu, moi.
Au States, c'est une ligue professionnelle, littéralement. C'est-à-dire qu'il y a des noms qui sont donnés aux moves, et des noms qui sont donnés aux stratégies. Il y a le blindside, le double blindside. Et quand le mec fait le truc, ils disent, oh là là, il a fait un blindside. C'est vraiment des figures avec avec une terminologie, etc. En France, mais on n'en est même pas au début. C'est-à-dire que la stratégie c'est Survivor épisode 1, là. Survivor, c'est vraiment une ligue professionnelle maintenant. Avec en France, ils disent, il a fait un Trafalgar. Sérieusement, faire un Trafalgar, c'est un nom commun pour dire, oh là là, il a trompé des gens. C'est mignon. Ça, je vais regarder du coup, tiens. Bon, à la limite, il a fait une Moundir s'il a frappé une femme, mais à part ça. Ouais, bah il va faire de la tôle surtout. Hein. Oui. Ah bah non, maintenant. Alors, le truc de Koh-Lanta, c'est qu'en plus avec le décès du candidat, c'est qu'ils font méga gaffe. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un, il s'ouvre un petit peu la jambe et c'est la ligue, ligue des sauveteurs extraordinaires qui débarquent en hélico à chaque fois, quoi. Genre ils te font genre l'année d'après le décès, il y avait des mecs qui arrivaient genre au milieu de la nuit avec des lampes torches pour que ça soit impressionnant et tout. T'avais l'impression que c'était X-Files, quoi. Ouais. C'était les Navy Seals qui débarquaient. T'imagines le trauma quand même. Enfin, je sais pas. Mais c'est comme Drop. Là, j'ai repensé récemment. Ah oui, l'horreur. C'est un truc, mais c'est vite passé parce qu'après il y a eu Charlie. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Et on l'a un peu zappé, quoi. Du coup, mais t'imagines le trauma, quoi. C'est incroyable. Et on oublie assez. Et là, je crois qu'il y a eu une manifestation récemment au Trocadéro des proches des victimes de Drop qui demandaient plus de transparence. Mais c'est quand même une histoire hallucinante qui a été occultée et un traumatisme. Majeur, quoi. Et je crois qu'ils trouvent encore des choses sur cette histoire, quoi. Tout n'a pas encore été dit, quoi. Sans vouloir faire le parano. On nous cache quelque chose. On nous dit pas tout. On t'a reconnu, Jean-Marc Morandini. Et bon, et puisque After Eight, on fait de la hate, est-ce que vous me permettez de hater un instant un film? Bien sûr. Avec plaisir. Puisque c'est notre anniversaire, donc il faut un peu hater. J'ai fait une séance avec deux amis. C'était une séance, on savait ce qu'on allait voir. On a obtenu des tickets genre vous payez pas votre entrée, des tickets genre copinage, et on s'est assis à la séance de 11h un vendredi pour voir Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos, avec Nicolas Bedos. J'aime bien le dire comme ça, avec Nicolas Bedos. Ça sous-entend bien que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et en fait, je me suis demandé, est-ce qu'on va le traiter comme une comédie, parce que je fais un autre podcast qui s'appelle MDR. Et on parle des comédies françaises, et je me suis dit quand même, ça ressemble à une comédie, mais en fait, c'est la comédie du drame humain de Nicolas Bedos, quoi. Et pendant... Ça parle de quoi? Ça parle de Nicolas Bedos. D'accord. Mais en fait, ça part de Nicolas Bedos, qui est en fait un écrivain génial, et ça commence par l'enterrement de Nicolas Bedos. Pas nommément, il s'appelle Victor. Il s'appelle Victor dans le film. Mais ça commence par un enterrement, et la première personne à prendre la parole, c'est Jack Lang, qui dit il est le plus grand écrivain qui n'a jamais été, un des plus grands écrivains de France. Enfin, tu vois, genre vraiment la top branlette. Ouais. Et tout le film est en flashback comme ça pour te mettre en exergue quel grand écrivain il est. Et en fait, il rencontre une nana qui est un peu son égérie et sa muse à la fois. Et en fait, le twist, et permettez-moi, je vais spoiler un film que je n'ai pas aimé, c'est qu'en fait, c'est elle le vrai talent derrière. C'est elle qui... Voilà, et genre, c'est un peu la fausse modestie, et un peu, tu sais, ce qu'on appelle le syndrome... comment dire, l'imposteur, là. Ouais, le syndrome de l'imposteur, exactement, merci. Le syndrome de l'imposteur, et ça joue énormément là-dessus, genre un peu fausse modestie. Le seul problème, c'est que ça se touche énormément, à tel point que Nicolas Bedos, à un moment, se filme en train de se masturber. Et je dis pas ça métaphoriquement, littéralement. Il se filme en train de se toucher. Ah d'accord. Ouais, non, c'est à ce niveau de branlette. Et alors, les dialogues sont vraiment d'une connerie. Parfois, ils sont vraiment d'une connerie inimaginable. Putain, j'ai envie de boire un verre de cognac avec toi, là. Et faut dire que la dernière fois qu'on s'est rencontré avec Henri Michel, on a picolé direct. on a vodkaisé direct. On a bu de l'eau, je crois. Oui, bien sûr. Et donc je ne saurais recommander Monsieur et Madame Adelman, mais par contre il y a un petit côté assez rigolo, c'est que je l'ai dit, j'évite d'en parler par exemple sur Twitter parce qu'il me follow et je crois qu'il est un peu méchant. Je sais qu'il a menacé déjà des gens de leur casser la gueule parce qu'ils ont émis des critiques sur son travail. Et si ça se trouve c'est un auditeur fidèle.
Non, peut-être ça se trouve c'est un mec qui aime Riviera détente. Peut-être il faudra que je bip son nom. Mais moi, tu vois, je déteste pas les gens au taquet comme ça sur les critiques. Enfin, c'est pas bien, mais disons que je trouve ça tellement humain, et ce que je comprends pas, c'est les gens qui sont insensibilisés aux critiques. Et j'avoue que moi je suis nul à ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai tendance effectivement à parler aux gens qui font des critiques. Ça me rend assez hystérique. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de parler. Et c'est pas son défaut qui m'embête le plus. Je trouve qu'il il est grande gueule, il est très arrogant, tout ce que tu veux, mais il s'écoute beaucoup parler en fait. C'est comme Kassovitz, tu vois. Je sais pas. Il faut se méfier de ce que tu dégages sur Twitter, parce que c'est vrai qu'il est au taquet lui aussi. Mais je peux pas dire que ce soit un défaut qui me gêne beaucoup, quoi. Casso est un bon acteur, au moins, déjà. Ouais. Et puis, moi, j'ai aimé plein de ses films, hein, aussi. Je suis pas un acteur, hein. Mais son truc sur la Nouvelle-Calédonie, là, j'avais bien aimé. Ah non, c'était très bien, mais encore une fois, il a fait un sujet difficile. Et en plus, il lui a fait En fait, le problème, c'est que Kassovitz est un bon réalisateur, est un bon acteur, mais par contre, il sait pas faire la promo de ses films. Et quand son film était sorti, il en a fait une promo du genre vous êtes tous des pourris et tout ça, et c'est pas le bon moyen pour faire parler de ton film, quoi. Ouais. Et quand il fait des films, tu sens que les mecs ils lui disent fais le moins de télé possible, fais le moins de trucs possible, parce que tu sais, c'est comme un peu comme Bono quand il reçoit un prix, tu sais, t'as tous les autres membres de U2 qui font un pas en arrière et qui font ta gueule. qui font vas-y Bono, lâche-toi, nous on y est pour rien. C'est vrai. C'est pas notre faute si nos chansons elles sont atterries sur vos iPhones, on y est pour rien, les gars. Ah, c'est vrai qu'il y a eu cette histoire, ouais. Et tu sais, je me dis à chaque fois, je l'ai encore. Si ça s'était produit il y a 20 ans, tout le monde aurait été content. Le truc, c'est que YouTube, ça fait très longtemps qu'ils sont plus pertinents, donc voilà, quoi. Ouais, mais en même temps, ils ont pas eu... Ouais, ils ont été regardisés par le temps, mais ça se trouve... Moi, j'ai un énorme respect pour YouTube. Ah bah non, Non, il y a un podcast fabuleux pour les anglophones. Ah mais oui, parle-en, s'il te plaît. You Talking You To Me, c'est un podcast qui est fait par Scott Aukerman et l'acteur Adam Scott, qui ont exactement la même voix, qui sont les deux mecs c'est le podcast le plus drôle de tous les temps pour moi, c'est au-dessus de tout. Et le pitch de l'émission, c'est que chaque épisode est un album de U2 qu'il chronique. J'ai jamais su prononcer U2, hein, U2 de U2. Et donc chaque épisode c'est un album, sauf que Aukerman est un génie de l'écriture comique, et que donc un épisode ils vont le faire vraiment sérieusement, ils vont parler de l'album et tout, et un autre épisode ils vont tellement se marrer que sur 50 000 émissions ils ne vont parler que 20 secondes de l'album. et c'est un postulat génial parce que c'est un concept très fort, mais qui parle une fois sur deux de YouTube seulement, et c'est le meilleur, le podcast le plus drôle. Si vous comprenez l'anglais, c'est fantastique. Et donc tu ne peux qu'aimer YouTube à la fin de cette saison. Ça me fait trop marrer comment je prononce YouTube. Tu prononces un peu comme YouTube. Ouais, c'est YouTube qui m'a déformé, je sais plus comment on dit. YouTube. Mais tu sais que je m'étais abonné à ce podcast et je l'ai jamais écouté, il était dans ma liste. Et puis c'est toi qui m'as dit, non, écoute. Et effectivement, c'est à se pisser de rire, quoi. C'est comme si t'avais une conversation et puis tout d'un coup, les mecs ont décidé vraiment de pas du tout parler ils parlent de complètement autre chose. Et c'est des fous, ils font des émissions en gigogne, c'est les seuls à faire ça. C'est-à-dire, si je te parle, c'est une émission sur YouTube, on parle de cinéma d'un coup, ils disent, mais c'est l'heure de notre chronique, j'aime le cinéma. Et donc, ils font un générique dans l'émission. Et dans cette émission sur le cinéma, ils parlent de popcorn, et ils disent, mais c'est l'émission de popcorn à travers les États-Unis. Et ils font des génériques d'émissions en poupée gigogne, tu vois, dans l'espèce de concept, avec, à chaque fois, pour le truc de popcorn, une chanson country, vraiment avec un habillage et tout. Et à la fin, ils sont sur la dernière émission de toute la fin, et ils remontent. Ils disent, voilà, c'était la fin de notre émission Fermier en Amérique, à bientôt. Donc, le générique de fin, ils terminent le truc sur le popcorn, ils terminent le truc sur le cinéma. C'est un enjeu mental extraordinaire. Mais de par le principe de l'émission même, il peut pas y avoir beaucoup d'épisodes au final, vu que exactement, YouTube, il y a une discographie limitée. Il y en a un par album, et il y en a beaucoup quand même, hein. Ouais, et à la fin, ils rencontrent U2 et ils leur parlent. C'est le moins drôle des épisodes parce qu'ils sont impressionnés. C'est Papa Noël pour eux. Ouais. Mais c'est un peu comme nous avec toi là en ce moment. Moi, j'attends de venir à Cannes. J'attends de venir à Cannes et qu'on aille en maillot de bain plonger à la patchole. Plonger de la patchole. Ouais. Voilà. Pas besoin de maillot à la patchole. Ça, c'est bon pour les textiles, ça, Daniel. Merde, il y a des plages de nudistes à Cannes ?
Non, à tu crois? Cannes, non, ça va être compliqué. À Cannes, non. Pas loin, on peut s'arranger, mais à Cannes même, non. Mais tu sais, moi, je rêve de ces criques et de ces endroits encore sauvages sur la Côte d'Azur, quoi. Il faut plutôt taper du côté du Var ou de la Corse. C'est vrai que les Alpes-Maritimes, le mètre carré, il y en a pas beaucoup qui sont occultés. Du côté d'Antibes, Saint-Jean-Cap-Ferrat, il y a des coins un peu cachés, mais ça n'a rien à voir avec le Var ou la Corse pour être tranquille à poil, quoi. Non, mais je parlais pas forcément à poil. Excuse-moi. Simplement pour avoir les criques et les... Ah, des criques. Non, mais là, Henri, il te faisait un carnet loisir spécial nudisme, y a pas de problème. J'ai bien compris. Une petite map. Tu es nudiste toi-même, Henri Michel. Putain, on va tout savoir je suis tout, moi. Je suis contraire du hater, moi. Je suis l'over de tout. Ah bon. C'est le petit silence qui va bien. Bah oui, il cherche ses mots maintenant, le pauvre Daniel. Non, pas du tout. Est-ce qu'on ferait des recos ou est-ce que... je voudrais juste vite fait placer que j'ai regardé le Lever Special de Amy Schumer sur Netflix. Est-ce que vous l'avez regardé vous aussi? Alors, là-dessus. Je l'ai vu et j'en ai fait un no-ciné spécial. Alors, je sais pas toi, mais moi j'ai été un peu déçu en fait. Ah oui. C'était pas super drôle. Ça commençait pas trop mal et puis arrivé au milieu du truc, j'ai eu l'impression qu'elle avait déjà tout dit et qu'elle se sentait obligée de revenir sur les mêmes trucs encore et encore et du coup c'était un peu... Alors j'ai trouvé un truc intéressant dans son spectacle, c'est qu'à un moment elle parle d'un truc méga triste en fait. Elle parle de deux personnes qui se sont fait assassiner alors qu'elle était en train de regarder le film d'Amy Schumer au cinéma. C'était juste avant la sortie. Alors c'était avant la sortie de Trainwreck, je crois. Ouais. Et un type avait flingué deux personnes qui allaient voir le film. Et donc du coup, Amy Schumer, là, elle est c'est le premier spectacle qu'elle fait en tant que star en fait, parce qu'elle a déjà, elle a déjà roulé sa bosse. Maintenant c'est une star quoi. Avant, elle était juste comédienne, stand-up. Ouais, elle a eu sa propre série télé à son nom et tout, donc maintenant oui. Voilà. Et du coup, elle devient quelqu'un d'autre et elle te le raconte. Alors du coup, elle te montre les photos, genre les photos des paparazzi où elle est affreuse. Ouais. Ils disent pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette photo et le stand-up est assez rigolo parce qu'il est très méta quoi. Il est regardez ce que je suis devenu. Et jusque là c'est pas mal, mais ensuite elle prend le risque de parler d'un truc méga sérieux comme du meurtre de personnes, tout en ajoutant aussi qu'elle est pour le droit des armes, ce qui est très paradoxal qu'elle vient et elle le dit elle-même de Ploukland quoi. Et ouais, c'est un spectacle très très ambigu. Tu sens que c'est très du film mi-raisin. Ouais, c'est très bizarre. Et il s'appelle Lever Special en fait. C'est assez rigolo parce qu'elle dit à un moment quand on devient star, on a plein de mauvaises idées et en général c'est de s'habiller en cuir. Et elle vient en combinaison cuir qu'elle raconte comment elle met 30 minutes pour le mettre et 40 minutes et t'imagines comment elle est en train de cuire comme un poulet. Ah, tu m'étonnes, ouais. Elle le dit, hein, elle est en train de cuire à l'intérieur de sa combi. Et voilà, c'est que on a tous un moment où on fait une erreur dans notre vie et qu'on peut se le permettre. Et ben là, c'est fait le Lever Special. C'est pas mon stand-up préféré, hein, loin de là. Non, c'est sur Netflix, donc c'est voilà, vous pouvez jeter un œil. J'ai pas trouvé ça fabuleux. J'ai regardé le Netflix Special de Trevor Noah aussi et j'ai pas trouvé ça fantastique. Trevor Noah, il a une tendance à faire durer les blagues super longtemps, ou alors à refaire la même blague plusieurs fois et tu vois, j'aurais pas cru dire ça, mais je le préfère au Daily Show qu'en stand-up, en fait. Et toi, Henri, tu te situes... Il faut dire un truc, c'est que la dernière fois, une des fois où on s'est rencontrés, c'était sur la banquette de Louis C.K. quand même. On s'est rencontrés au spectacle. Comme des vrais connaisseurs, nous étions au balcon. On n'était pas les bourges. On n'était pas les bourges au premier rang, les gars d'El Malais, toute l'intelligentsia parisienne était vraiment dans l'orchestre. Tous les gens qui faisaient semblant de comprendre les blagues. C'était fou, c'était drôle parce que je suis allé très peu à Paris ces derniers temps et j'y suis allé vraiment là pour 24 heures et tu descends de l'avion, tu vas direct à l'Olympia où t'as des gens que t'avais à la télé, tu sais, il y a des espèces de chambres d'isolation comme ça, tu vois Louis C.K. et puis tu reprends l'avion quoi. C'était assez magique comme manière de consommer la culture. Finalement c'est juste un trajet de 2h30 quoi pour c'était magique. C'était très émouvant pour moi de le voir. J'ai beaucoup de mal à regarder d'autres et puis ce stand-up là était exceptionnel parce que il est vraiment allé genre
en nous disant vous pensez passer un bon moment et au contraire il allait d'horreur en horreur et ça fonctionnait vraiment bien en fait. Et non, vraiment très très. Je sais pas s'il existe d'ailleurs, il y a une captation. Le connaissant, il aime bien digne de ce nom quoi. Il aime bien vendre ce qu'il fait, donc je pense que ça tombera à un moment ou à un autre. Ouais, il le mettra sur son site, je pense, comme il le fait avec les précédents spectacles. Ouais. Mais du coup, Netflix, par contre, eux, ils mettent un stand-up par semaine quoi. C'est quand même, ils en mettent plein en ce moment. Ouais, cool. C'est ouf. Il y a vraiment une tendance, il y a une lame de fond là-dessus. Moi, j'ai bien aimé. Alors c'est pas sur Netflix, c'est sur OCS pour ceux qui l'ont. C'est putain, je vais jamais me rappeler de. C'est Crashing, je crois. Et c'est l'histoire d'un type qui a une trentaine d'années et qui se met au stand-up alors qu'il est plutôt mauvais et qui se retrouve à New York. Et puis ce qui est bien, c'est que ça parle de la saturation du marché en termes d'artistes qui font du stand-up en impro ou pas en impro. C'est une série. C'est une série, oui, pardon. C'est une série HBO. Ouais. Mais ça, par contre, ça parle de cette saturation du marché qui est assez folle et qui se retrouve finalement presque. On est dans un pays qui est horrible dans son phénomène de centralisation où t'as finalement Paris, le stand-up, c'est vraiment bien réveillé depuis quelques années. J'ai des connaissances qui en font et puis finalement c'est presque déjà hyper rempli quoi, de gens qui veulent faire du stand-up et faire de la comédie. Et j'ai beaucoup aimé Crashing. Alors son nom m'échappe, c'est un comédien assez connu qui fait un podcast notamment et c'est Pete Holmes. Pete Holmes, voilà, Pete Holmes, qui fait un super podcast et qui est un comique à part, qui est très croyant et qui arrive à faire de l'humour sans franchir ses frontières à lui quoi, mais qui arrive à faire rire vraiment un public très hétéroclite. Et la série est super sombre, super dark, il y a pas un moment de satisfaction, il y a pas un moment de bonheur pour lui quoi. Ah, j'ai envie de voir ça. Tu l'as bien vendu. C'est encore une production à Pato. Vas-y. Non, vas-y. Non, mais en fait, j'étais en train de penser à toute cette offre incroyable en fait de stand-up maintenant est vraiment accessible. Moi, j'aime particulièrement Ali Wong. Oui, très bien sur Netflix. Ali Wong, vraiment très 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 drôle, très mordante et tout. Et en fait, je me demande, est-ce qu'ils vont pas épuiser le filon? Est-ce qu'il y aura toujours une nouvelle offre ou est-ce que... Parce qu'on a plus en plus besoin de rire et que les formes d'humour les formes d'humour se diversifient quand même pas mal. C'est devenu une science à part entière. Moi, je suis sûr que... Alors, le stand-up en tant que tel, je sais pas, mais l'humour, waouh, c'est comme le pain. On va en avoir de plus en plus besoin, quoi. J'en suis persuadé, quoi. Et puis en plus... Ouais, vas-y. Moi, je pense aussi qu'il y a une demande... J'ai la chance de pouvoir aller tous les ans au Festival Suprême à Los Angeles, qui est un festival qui mélange comédie et rock, parce que c'est un festival qui a été créé par Jack Black et Kyle Glass de Tenacious D. Et donc il y a des comédiens de stand-up qui viennent, genre j'ai vu Ali Wong, j'ai vu Natasha Leggero, TJ Miller. L'année dernière, il y avait comment s'appelle-t-il, Ron Swanson de Parks and Rec. Nick Offerman qui était là, enfin il y avait vraiment... Ah, ça devait être cool, ouais. Ah ouais, non mais c'est vraiment super et tous les ans ils sold out de plus en plus vite, donc c'est qu'il y a une vraie demande parce que voilà, les gens ont besoin de rigoler comme dit Henri. Je suis un peu envieux quand même de cette scène américaine vraiment très très dynamique quoi. Je suis allé une fois au Comedy Cellar de ma vie sur un coup de tête, séance de 22 heures un dimanche. Et dans les gens il y avait Mulaney, John Mulaney qui faisait un extrait de son futur spectacle et il y avait Chris Rock en guest qui est venu. Ah putain. Non, je suis venu à la bonne soirée quoi. Et c'est l'Amérique quoi, tu vois. Et... C'est très drôle parce que dans la série Crashing justement, il veut tellement faire de scènes qu'il trouve une espèce de bouge miteux de stand-up et le type lui dit tu fais 5 minutes si tu arrives à distribuer 15 tracts qui portent ton tampon quoi. Et donc le mec va dans la rue pour distribuer ses tracts, mais les New-Yorkais, il marche dessus quoi. Et puis il regarde le tract, et il voit y a marqué ce soir Chris Rock, Jerry Seinfeld et tout. Il dit mais il ment, c'est pas vrai, c'est pas eux quoi. Et le type il dit tu bouges ton cul et distribue les tracts, on verra après quoi. C'est vraiment, il parle de cette sous-scène de l'underground quoi, tu vois. Et c'est génial. Alors il arrive à ramener un bus de Coréens complètement bourré, il est trop content, il va faire ses 5 minutes de stand-up. C'est très beau hein, à regarder quoi, Crashing. Putain, il faudrait qu'on se fasse un petit, que j'économise et que je fasse un petit séjour là aux États-Unis pour faire la scène stand-up
même les podcasts, quoi, cette dynamique qu'ils ont pour les podcasts. Ah bah c'est la même chose, hein, justement. Ils ont des festivals entiers. Bah là, les podcasts en public, là, j'ai pas de bol parce que je vais pas être dispo pour le prochain Holidays Get Made, mais les podcasts en public, j'ai eu la chance de faire le Greg Proopscast. Je suis allé à Harmontown. Non, c'est vraiment, c'est super sympa, c'est très agréable. Ah, c'est là où tout se passe. Hein. Oui, non, mais puis c'est connecté, c'est-à-dire que c'est ce dont j'allais te parler. Tu m'as dit de préparer une reco, mais il y a c'est une scène qui est complètement liée à la scène de l'impro en comédie. Il n'y a pas un comédien qui n'a pas son podcast, et même dans Crashing, cette série là, ils en parlent. Chaque comédien a son podcast. C'est un passage obligé. Mais et donc un peu, tu es invité de After Eight un peu dans cette grande fraternité de la podcast. Je crois que c'est un des tout premiers gros crossover. Je pense que c'est un peu les Avengers quoi du podcast. Moi, je suis venu détente, hein, j'ai pas travaillé, c'est vrai. Bon, alors écoute, ce serait peut-être le bon moment de passer au reco. Non, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oyez, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale gominé. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance quand même nos recommandations. Et tu as dit que tu as un petit peu travaillé, Henri, donc c'est à toi l'honneur. Bonjour à tous, bienvenue dans After Eight. Je suis le nouveau co-animateur. Vos membranes se rétractent un peu. C'est là qu'on a besoin de la musique du carnet loisir. Non, moi alors je savais pas de quoi trop je voulais parler, mais puis finalement j'ai, tu sais, un peu comme comme ils disent la sérendipité, c'est ça sur Internet quand tu passes d'un lien à un autre, etc. Et en fait, je me suis enquillé 3 choses assez récemment sur un comédien, auteur, producteur, c'est Bob Odenkirk. Alors, les gens le connaissent, c'est Saul Goodman dans Breaking Bad. Et le premier truc, donc pour ceux qui n'ont pas osé se lancer dedans, donc c'est déjà vieux, hein, puisque ça a été lancé il y a 1 an ou 2, c'est Better Call Saul, c'est le spin-off, mais qui n'en est pas un. Enfin, c'est le même personnage, mais c'est les amateurs de Breaking Bad se sont mangés vraiment un muret quand ils ont voulu, quand ils ont cru trouver la même chose dans Better Call Saul. C'est magnifique, j'adore cette série. Ça n'a rien à voir avec Breaking Bad. C'est lent à souhait, donc si vous n'aimez pas les choses lentes, ne regardez pas. Les persos sont hallucinants. Et donc Bob Odenkirk est là, il fait vraiment son travail d'acteur, même de comédien plutôt sérieux. Il est 100 fois plus drôle dans Breaking Bad. Hein. C'est vraiment pas du tout une série drôle, c'est une série... elle est douce amère, il y a un personnage de frère malade incroyable, donc ça c'est vraiment ceux qui hésitent, je voulais juste te dire, foncez si vous aimez, prendre votre temps. Si vous êtes plutôt Iron Fist, regardez pas Better Call Saul. Mais tu sais que c'était déjà une reco de Daniel, donc c'est double recommandation Better Call Saul. Donc, tu vois, c'est confirmé. J'adore Better Call Saul. Je suis pas un multi, moi j'écoute pas tous les After Eight. Hein, désolé. non, mais il y a aucun mal. Mais t'es un guest VIP, tu pourrais cracher dans la soupe. On te dirait merci Henri. C'était pas ça ma reco, mais je voulais parler du podcasting, du lien entre justement les comédiens et le podcasting, parce que c'est incroyable si tu te mets à faire des arbres généalogiques de tous les gens qui sont dans le podcasting, et surtout les 2 plus grosses écuries américaines qui en ce moment, c'est Earwolf et Feral Audio. Et si tu coches un peu tous les gens, ils ont tous un lien, et Bob Odenkirk est vraiment l'intermédiaire entre beaucoup de ces personnes. Là, récemment sur Netflix est sorti le With Bob and David, qui en fait, 20 ans après, je crois, ou 25 ans après, la réunion de Mr. Show avec les mêmes auteurs et les mêmes comédiens. Donc c'est David Cross, que vous connaissez dans Arrested Development, et puis qui fait des stand-up aussi, et Bob Odenkirk. Et ce qui est très drôle, c'est que regardez-le, et surtout regardez le dernier épisode avant, qui est le making-of du spectacle, qui est malaisant à souhait, parce que au final, tu te rends compte que les mecs, 20 ans après, ils ont un melon quand même qui est légitime. Hein. Moi, j'aurais un melon 10 fois plus gros, c'est-à-dire que à 10 000 auditeurs déjà j'ai le melon, tu vois, alors je serais Bob Odenkirk, j'aurais plus. Mais alors tu vois l'espèce humble. Voilà. Et tu vois le malaise en séance d'écriture tu sais, les mecs, c'est le brainstorming, quoi, quand tu fais des blagues où vraiment il faut avoir 0 humilité, quoi, pour oser dire oui, si on faisait ça, et que l'autre dit non, c'est de la merde, et il y a une espèce de malaise comme ça qui est assez dingue, mais au final c'est des pros, ils sont très très drôles, et c'est un peu extraterrestre, c'est toujours malin, donc les sketchs sont assez sympas. Mais ce qui est fou, c'est que parmi les auteurs de Mr. Show, il y avait Sarah Silverman, il y avait Jack Black,
Il y avait Dino Stamatopoulos, Dino Stamatopoulos, c'est peut-être le mec le plus important de la scène comique actuelle, puisqu'il a produit Lucky Louie avec Louis C.K. Il fait partie de la boîte de prod de Dan Harmon. Anomalisa, c'est lui. Il a produit, il a écrit Community. Il a été acteur dans Community. C'est lui qui faisait Starburns. Et il a fait Mad TV. Donc c'est un type, il est au cœur de tout. Et puis il a mis tout le monde en liaison. Et surtout, dans les auteurs donc de Mr. Show, il y avait Scott Aukerman. Eh oui, encore lui. Qui est l'animateur de Comedy Bang Bang du podcast et de You Talking You To Me. Et qui est le boss de Earwolf, le plus gros, un des plus gros portails de comédie. Qui produisent vraiment des super trucs. Et parmi les auteurs, il y a aussi Paul F. Tompkins, qui est le meilleur improvisateur en comédie ricain, qui a 10 000 podcasts. Ça va, Spontaneation, Dead Authors Podcast, plein de podcasts qui sont à la fois, je crois qu'ils sont plutôt chez Earwolf et aussi chez Feral Audio. Et puis il y a la bande de Feral Audio aussi avec donc Dino Stamatopoulos qui vient de Dan Harmon et tout. Donc Bob and David, ce truc sur Netflix, et cette clique-là, c'est vraiment une espèce de scène d'impro, de comédiens. Et puis j'aime bien ce côté que le podcast, ça soit l'endroit pour les comédiens ratés, ou pour les gens qui ont pas réussi ou qui peuvent pas. Et c'est un peu mon cas, parce que moi j'ai pas choisi une vie artistique, je suis peut-être pas très bon là-dedans, mais j'ai trouvé, si tu veux, tu trouves une espèce de palliatif, d'avoir un public et de te faire rire des gens. Alors ce sera pas 1 million de Français, ce sera peut-être 10 000, et puis t'es heureux comme ça. Moi j'aime beaucoup cette idée que les nouveaux médias permettent des micro-publics et des bonheurs entiers, quoi, tu vois. Et que le chanteur, il soit content avec un micro-public, et que, donc j'aime beaucoup ça, cette transition entre le podcast et les gens qui ont peut-être pas, comme Scott Aukerman, explosé sur scène, quoi, tu vois. Et maintenant, ils remplissent des salles de spectacle entières. Là, il a fait une tournée en Australie grâce à Comedy Bang Bang. C'est un truc de fou, quoi. Et le troisième truc, donc c'est un podcast qui est lié à ça. C'est un podcast que je garde précieusement et que j'aime pas transmettre en général, tellement je l'aime, ça arrive, ça dépend. Tu sais qu'on a pas mal d'auditeurs aussi, attention. Je sais. Si tu veux, on quoi le bip. Ouais, je biperai le nom du podcast. On se le garde pour nous. Dans le podcast s'appelle Improv Nerd with Jimmy Carrane. Donc ça donnera beep with beep. Arrête, non. Improv Nerd with Jimmy Carrane. Et ce type, il est assez touchant. C'est un prof d'impro à Chicago, qui est très réputé, mais qui a jamais percé, tu vois. Tu vois sa reel, là, sa bande démo, il fait des seconds rôles dans plein de trucs, mais bon, c'est pas la méga star. Mais il est très fort en impro et tous les comédiens le respectent puisque c'est un très bon prof, etc. Et il y a un épisode qu'il a fait en décembre 2014 avec justement Bob Odenkirk. Toujours lui. Où il raconte toute sa carrière à Chicago, parce qu'il est de Chicago aussi. Il raconte des trucs incroyables, son papa alcoolique, il raconte son enfance, la manière dont il se lance, son expérience avec Saturday Night Live, Breaking Bad, Better Call Saul, et vraiment tu te décroches pas du podcast. Et donc avec ces 3 produits, on a 3 supports différents et on a une belle vision de tout ce qui m'excite en ce moment. C'est ce côté, t'as pas besoin d'un café-théâtre pour avoir un petit public tous les soirs. Tu peux prendre ton micro et avoir ton micro public, et c'est ce qui nous a fait nous lancer tous les deux finalement. Et à la fois After Eight, vous aviez envie de parler devant 3 copains, quoi. On savait pas qu'on serait aussi nombreux, en fait, ouais. Voilà, et nous, avec Patrick, encore pire, parce que c'est vraiment un humour qu'on pensait avoir presque créé nous, et que, comme les jumeaux, c'est les bébés qui ont un langage incompréhensible entre eux, et c'est magique, et on n'a pas plus d'ambition que d'être ravis devant le fait que ça puisse faire plaisir à des gens, quoi. Voilà. Ah, mais c'est une des plus belles recos qu'on ait jamais eues. Oh, arrête. Ouais, nous, on recommande des BD, on recommande des jeux vidéo. On est dans le kiff de la consommation presque. Les jeux vidéo, je veux pas vous mettre la honte parce que je suis expert, alors. Oh putain, allez regarder la vidéo de Player Lambda où tu joues à Dark Souls. Putain, je pense que ma copine a regardé et elle qui comprend pas trop les jeux vidéo, elle comprend un truc, c'est que Dark Souls c'est dur, et te voir en train de souffrir, en train de tout d'un coup, au lieu de te battre avec ton épée, tu te bats avec un chandelier. C'est à se pisser de rire, putain. C'est une tactique. Non, mais ce qui fonctionne aussi, c'est que tu as du bagou et que tu arrives à improviser sur des situations. Alors, ce que les autres youtubeurs ne font pas vraiment, quoi. Ils te racontent juste ce qu'ils font. Non, mais t'as que des gens bons, surtout. T'as pas de nuls qui font des let's play, mais moi je suis content de voir des nuls jouer aux jeux vidéo aussi.
Ah bah, en tout cas, ça donne la vidéo la plus divertissante qui existe sur Dark Souls. Moi j'aime bien parce que ça me rappelle Game Center CX, qui est une émission de télé japonaise où justement on confie à un comédien le soin de jouer à des jeux archi durs. Et l'émission entière est basée là-dessus, donc ça, voilà, Player Lambda me fait penser à Game Center CX, et donc c'est très positif. Mais moi, ce qui m'a doné envie, c'est le truc de Conan, hein. Bien sûr. Avec ça, je peux l'avouer sans problème, hein. D'ailleurs, lui, c'est quoi le nom Clueless Gamer. Clueless Gamer, Player Lambda, c'est quasiment la traduction. Mais parce que vraiment, très sincèrement, je pensais pas, comme tout ce que j'avais fait avant sur YouTube, je pensais que ça ferait 30 vues, quoi. Mais voilà, non, j'aime bien. Et toi, Quix, tu as quelque chose à nous recommander? Bah alors moi je vais commander un truc un peu plus abordable que les châteaux en Dordogne parce que je sais déjà quelle va être ta recommandation. Non, moi c'est un truc sur Netflix qui est vraiment complètement stupide, mais alors qui est extrêmement divertissant. Ça s'appelle Ultimate Beastmaster. Et en fait c'est une sorte de American Ninja Warrior pour les gens qui connaissent, et pour les gens qui connaissent pas, c'est une sorte de jeu sans frontières en fait. C'est un mix entre jeu sans frontières, American Ninja Warrior. J'en ai entendu parler, il paraît que c'est mortel. Et t'as des gens de 6 nationalités différentes qui vont donc être compétiteurs pour essayer de conquérir la bête, parce qu'en fait ils se tirent la bourre sur un parcours d'obstacles qui représente une espèce de monstre métallique un peu tu vois à la grande époque Terminator où t'avais des monstres métalliques géants. Bah là c'est un peu ça. Et la particularité du show déjà, c'est d'être une production Netflix, donc a priori il est disponible en France. Enfin je l'espère, je l'imagine. Et surtout, les présentateurs américains, y a Terry Crews. Et Terry Crews, l'adore. Je vois pas qui c'est. Terry Crews, est-ce que tu regardes Brooklyn Nine-Nine? Il est dans Expendables. Ouais, Brooklyn Nine-Nine, ouais. Bah, c'est Terry dans Brooklyn Nine-Nine, c'est le grand sergent super costaud, black, oui, d'accord, qui en fait a une sensibilité, il a 2 petites filles, et il est fantastique dans Brooklyn Nine-Nine, c'est mon perso préféré. Et là, il se lâche dans Ultimate Beastmaster, donc voilà, c'est la grosse baraque super costaude. Et c'est pas, tu vois, fondamentalement c'est pas un show qui est génial parce que c'est hyper répétitif et que, enfin, globalement, franchement, c'est jeu sans frontières, quoi. Donc t'en as vu un, t'en as vu 10, mais je me le mets en fond, tu vois, pendant que je fais autre chose, et de temps en temps je regarde et des fois les candidats ils s'en prennent mais plein la gueule, mais c'est limite, c'est du total wipeout en fait, si tu veux, c'est le truc que tu regardes pour les voir foirer, quoi. Tu sais très bien que c'est tellement dur qu'ils arriveront pas au bout et tu les regardes se prendre des trucs en pleine tronche. Et évidemment, c'est joué à mort. Au début, t'as leur petite présentation, ils sont là genre « Ouais, je vais tout défoncer !» Et le gars, il tombe comme une merde au bout de 3 secondes, donc évidemment, t'es mort de rire. Donc voilà, ça n'est absolument pas un télo et ça n'est vraiment pas du haut niveau, mais c'est super distrayant, je le recommande. Ultimate Beastmaster, et puis parce qu'il y a Terry Crews et Terry Crews, il défonce. Tu m'as convaincu. Moi aussi. Tu m'as convaincu. J'ai envie. Et écoutez, moi, je vais être plus simple. C'est une série dont j'ai un petit peu parlé. Et en fait, maintenant, ça y est, j'ai passé le cap du moment où je sais si c'est bien ou pas. Iron Fist. Non, pas loin. C'est Riverdale. Riverdale, oui. qui est une série donc Netflix aussi. Et non, c'est CW. C'est CW, ouais. Ouais, mais elle est diffusée sur Netflix en France. Et c'est une reprise des comics Archie dont j'avais parlé il y a au moins donc 1 an, puisque les comics Archie en fait ont vécu un reboot aux États-Unis, et en fait alors qu'il y a une seule histoire dans Archie Comics, c'est le héros Archie et il est au milieu d'un triangle amoureux et c'est à peu près tout. Et le truc c'est qu'ils ont repris cette base. Et ça fait 45 ans que c'est ça. Ça fait plus de 50 ans même, je dirais. Et donc Archie n'a pas vraiment changé, et alors maintenant ils essayent d'y mettre des twists, ils y mettent des zombies, ils le mettent en situation adulte, et là le twist de Riverdale c'est que c'est une situation où et si Archie Comics était Twin Peaks. Et alors évidemment il faut peut-être un peu aimer Twin Peaks ou un peu toute proportion gardée, hein. Ah oui, alors c'est CW. C'est comme quand CW essaye de faire Batman, ça fait Arrow. Voilà. Ça fait là c'est pareil. Riverdale, c'est le petit frère un peu bêta de Twin Peaks. De Twin Peaks, mais il y a un twist quand même, c'est que c'est une série méta de Twin Peaks. C'est-à-dire qu'il y a pas un seul moment, aucun des comédiens ne se fait d'illusion qu'il est en train de refaire quelque chose qui a déjà été fait par Twin Peaks. Et on le sent dans plein de trucs.
Et même les comédiens ont conscience d'être des acteurs presque dans la série, puisque la nana va dire ah ça c'est mon copain gay. Évidemment il y a toujours un copain gay dans une série CW, ou alors les mecs vont carrément genre ironiser sur la propre beauté des acteurs, parce qu'ils sont tous beaux, comme dans Twin Peaks d'ailleurs. Hein. Tous les acteurs sont beaux à crever, et c'est ça qui est assez rigolo en fait, c'est que c'est la série qui joue sur elle-même, sur ses propres codes, et effectivement c'est un peu débilou comme pouvait l'être Gossip Girl, mais j'y trouve quand même une espèce de satisfaction purement d'amateur de série. Il y a Machen Amick, donc un des personnages principaux de Twin Peaks. Il y a Luke Perry de Beverly Hills, tu vois. Oh putain, faut que je regarde. Tout ça n'est pas anodin, tout ça c'est des clés et des espèces d'appels lancés à chaque fois des fans de ces séries pour leur dire regardez, on est en train de faire un truc pour les jeunes d'aujourd'hui, mais en même temps il y a un truc pour vous si vous cherchez un peu. Le personnage de Jughead est savoureux. Il est génial, le casting est vraiment super. Jughead est quand même faut le dire dans la BD, c'est un guignolo asexuel qui porte une couronne comme Burger King et qui est amoureux des hamburgers, littéralement. Il fait la grève parce qu'ils ont supprimé les hamburgers dans la cafétéria du collège, quoi. C'est un débile. Mais enfin, c'est un doux débile. Et là, ils en ont fait un personnage à la fois malin et dramatique. Vraiment. Avec une gueule incroyable. Ah, il est vraiment très très beau. Il est vraiment, il prend il imprime la pellicule vraiment, c'est vraiment une très... Tu sens tout de suite que ça va être un personnage emblématique de série TV, quoi, je trouve. Ouais, clairement, et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe de plus profond que celui de la ville calme dans laquelle il y a une nana. Au début, je pensais que ça allait être ça. Je pensais que ça allait être Véronica qui arrive et qui est une petite bourge et qui va avoir le conflit avec la blonde et la brune, comme ça se déroule dans la BD. En fait, il y a beaucoup plus. Et c'était mon guilty pleasure. Et non, en fait, maintenant, je regarde vraiment il se passe des trucs incroyables, en fait, genre à une échelle de ce que c'est qu'être un adolescent et de capturer un peu, enfin de comprendre le trouble adolescent. Il se passe des trucs vraiment intéressants dans Riverdale. Donc voilà, finalement, je recommande vraiment Riverdale. Ok. Est-ce que je peux puisqu'on est sur les haters, je sais pas. Alors c'est une série que les gens ont haté justement, mais que j'ai trouvé intéressante, et surtout que il y a une petite histoire derrière de daron. C'est Haters Back Off. Je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. Je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu Miranda parler. Sings, c'est un personnage de YouTube qui a été créé par une nana, une nana moche avec du rouge à lèvres qui dépasse, le pullover ringard. Et elle a inventé un personnage comique complètement caricatural de fille qui est moche, bête, qui chante faux, qui est égoïste, qui est méchante et qui veut devenir une star YouTube en fait. Et qui comprend pas qu'elle a pas assez de vues et tout, et son oncle qui lui fait croire qu'elle commence à cartonner, qui lui fait croire qu'il part, c'est une fuite en avant dans les mensonges, qui lui dit on a trouvé une date pour faire un concert à New York, et c'est autour des phénomènes YouTube et de ces filles qui persévèrent, tu vois, et qui n'ont aucun talent pour le faire, quoi, tu vois. Et c'est un truc que j'ai regardé avec ma fille parce que je l'avais commencé à le regarder, mais elle commençait un peu à regarder beaucoup les YouTubeuses beauté. Et ça m'a fait un coup, quoi, parce que je veux pas lui interdire, et à la fois c'est vraiment du salut les filles, aujourd'hui, tu vois, j'étais super mal. Et donc moi, tu vois, quand j'entends youtubeuse beauté, je pense au tutotal. Non mais vraiment, c'est un truc de jeune fille. C'est formidable pour une jeune fille, mais je voulais qu'elle ait cette vision critique et un peu en dessous, deuxième degré du truc. Et donc on a maté ensemble Haters Back Off. Elle s'est marrée comme une baleine. Et maintenant, elle imite autant les youtubeuses beauté que ce monstre qui s'appelle Miranda, en faisant déborder le rouge à lèvres, et c'est génial. Donc, je conseille aux darons qui auront peut-être une jeune fille de 10, 11 ans qui commence à regarder les Enjoy Phoenix de se faire une bonne session Haters Back Off ça remet les os en place, quoi. Voilà. Ah, c'est une bonne idée. Ou alors, on lui offre Zelda, tu vois. comme ça, les pédards. Oh, quel phénomène ce truc. J'ai pas la Switch là, c'est horrible de vous voir parler de Zelda. Mais et tu sais que c'est vraiment... Ça a l'air énorme. Alors c'est ma reco cachée, mais en fait je peux recommander Zelda tous les jours de l'année, quoi. C'est extraordinaire. C'est chronophage à mort, plus que bien sûr, mais c'est un des jeux les plus passionnants que Nintendo ait fait en 15 ans, vraiment. Je pense que c'est vraiment leur meilleur jeu depuis Super Mario 64. Moi, je suis dans ta team, Henri. La Switch est introuvable aux US, donc je n'y ai pas joué. Moi, j'ai pas le droit de l'acheter. On a trop de consoles et
Ah ouais, question standing, t'as interdiction? Non, mais ça, on va le faire pour l'été là. J'ai pas envie, j'ai trop de choses à faire. Si je me mets là-dedans, ça va être horrible. Moi, j'ai envie de voir un player lambda de Zelda de toi. Mais moi, j'ai jamais été team Zelda, j'ai jamais été team Nintendo, j'étais team Sega moi. Donc j'ai pas l'affectif que vous avez sur Link. D'ailleurs, je croyais qu'il s'appelait Zelda. Je croyais qu'il s'appelait Zelda. Non, Daniel était team Sega aussi. Donc moi, j'étais team Sega. Ouais, c'était les petits bourges de l'école qui étaient team Nintendo. Ah mais voilà, exactement. Et puis moi, je l'ai jamais connu intimement. Moi, je croyais que c'était Zelda le type. Il s'appelait Zelda. Je savais pas que... Et voilà, donc j'ai pas cet affectif que vous avez sur lui. Vous me diriez, fais-moi plaisir. Le jour où tu fais un player lambda sur le jeu, appelle le héros Zelda tout le temps. D'accord. Promis, y a pas de problème. Ça va être fantastique. Les réactions des gens vont être extraordinaires. Oui, parce que Julien Clerc, je sais pas si ça... Oui, parce qu'il a appelé son personnage Julien Clerc. Bah oui, parce que c'est un Clair. C'est un Clerc, voilà. Exactement. C'est moi d'être logique. Ça tombe sous le sens pourtant. Et c'est la fin du 35e épisode d'After Eight, un peu notre épisode d'anniversaire, puisque oui, ça fait un peu plus d'un an qu'on a commencé. Et honneur à notre invité VIP, Henri Michel, où peut-on te retrouver sur Internet? Oh là là. Écoutez, le mieux c'est de me suivre sur Twitter parce que je ne suis pas avare en relance et en postage de liens, puisque on n'a pas d'organes de presse. Hein. Les journaux parlent très peu des podcasts et tout le reste, donc voilà. Henri Michel sur Twitter. On est des podcasts indépendants. Oh là là. Oula, m'en parle pas. Attendez, on va faire un épisode spécial là-dessus si vous voulez. Henri Michel avec un Y. Mais encore une fois, si vous me suivez pas, c'est que vous me détestez. Donc essayez de moins me détester si vous me suivez. Bon bah c'est la meilleure moyen. Quick, toi, où peut-on te retrouver? Moi on peut me retrouver sur l'autoroute en train d'écouter Rivière à détente. Sinon sur Twitter KWYXZ, sur Gaming Since 98X, et puis sur les forums de Gamecult quand ils seront de nouveau up parce qu'il y a eu la grosse migration là, donc à l'heure où on enregistre c'est encore cassé. Et toi Daniel, où peut-on te retrouver? Et moi on peut me retrouver sur Twitter, KB Robotics, et puis aussi j'ai un podcast qui s'appelle Super Ciné Battle avec Papa. Qui va bientôt fêter son premier anniversaire aussi. Et aussi MDR, un podcast où on parle des comédies françaises. Et je dis bien au pluriel parce que sinon les gens croient qu'on parle de la comédie française. Et on parle un podcast consacré à Denis Podalides. Avec qui tu animes MDR? C'est moi le présentateur. C'est toi, d'accord. Et je parle très très peu. Et je laisse faire beaucoup mes sympathiques chroniqueurs. J'ai vraiment des chroniqueurs dont je suis très 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 content, ils ont tous la patate, et même quand ils vont voir des daubes, et souvent on va voir des daubes, et ils ont quand même la patate pour venir en parler au micro. C'est vraiment, je suis très très content de cette team. Parce qu'en fait, faut que j'explique à Henri, Daniel il est bien content parce qu'il a enfin réussi à avoir des gens qui viennent avec lui s'enfiler les comédies de merde que lui va aller voir tout seul jusqu'ici. Mais ouais, mec, donc là... Mais je parlais de ça, je parlais de toi dans Rivière à détente, je citais cette anecdote, c'est incroyable ce fétichisme de comédie française, c'est beau, je trouve, c'est pur. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc à un moment je me suis dit, mais en fait j'en avais vu une vraiment très très nulle et je me suis dit combien on s'en enfile des nuls comme ça, et c'est comme ça que depuis 6 ans maintenant je regarde toutes les comédies françaises qui sortent au cinéma en France de manière normale, c'est-à-dire pas le E-cinéma parce que sinon je vais mourir. Et juste au moment où je vous parle, j'ai reçu un mail de Price Minister qui me dit, et ça, il m'envoie ce mail tous les jours que Dieu fait depuis que je suis abonné à ça veut dire au moins 10 ans. Ils me disent qu'ils ont trouvé 1974 une partie de campagne de Desplechin, non de Depardieu, que je cherche en DVD zone 2 et je sais pas pourquoi. Ça c'est une grosse comédie ça. Hein. Et tu sais quoi, je reçois ce mail. Sacré déconneur de pardon. Hein. Je reçois ce mail depuis des années, je sais pas comment me désinscrire de Presse Minister. Tu l'as reçu en 74 en fait. Peut-être. Peut-être. Donc voilà, donc ça c'était pour les podcasts. Et la phrase rituelle, c'est que vous pouvez retrouver After Eight sur le site after8.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. Et puis, on apprécie aussi le fait que vous alliez sur iTunes pour laisser des commentaires et des étoiles, parce que c'est ça qui aide au référencement. Comme le disait Henri Michel assez justement, on n'a pas de suivi de médias. Le seul suivi de médias, c'est nous et nos amis et votre... Et le bouche à oreille.
et le bouche à oreille, vos RT, tout ce que vous pouvez faire. Le simple fait de mettre une émission dans l'autoradio et de le faire écouter aux gens, ça aide à nous faire connaître. Et je pense que c'était un chouette épisode. Pourquoi si c'est votre premier épisode, vous êtes bien tombé parce qu'on avait quand même Henri Michel en invité. Au contraire, j'ai honte, j'avais rien. Je suis venu comme chez des potes parler à brûle pour point et à un moment donné, même on oublie qu'on est enregistré quoi. J'ai pris beaucoup de plaisir. Mais c'est exactement le concept de l'émission, donc c'est parfait. Tu étais formidable. Génial. Je crois qu'en fait, quand on parle par micro, tu deviens After Eight, mais quand moi je te parle en vrai, je deviens Riviera détente. Je crois qu'il y a un truc d'osmose dans l'air qui se passe entre nous. Il y a le travail et puis il y a la détente après. C'est exactement ça. Donc on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. À très vite, salut. Salut les After Eightos. Putain, c'est trop bizarre. Oh, c'est trop bizarre. J'adore. Peut-être le temps de l'intro, tu peux mute, peut-être. Tu veux que je mute ? On cherche déjà à museler Henri, c'est scandaleux. Le mec adore la nature. Non, j'adore la nature, mais Ok, juste quand je fais l'intro, ça fait chaud. J'adore la nature, mais quand elle ferme sa gueule, quoi. Non mais attends, toi, dès qu'on parle de toi, tu unmute. micro puisqu'il mixe, il mutera ma piste. Non, il est flemmard. Lui, il laisse les bruits de fond. D'accord. Ouais, il m'a laissé en train de me moucher. J'ai laissé 2 mouchages sur 50, alors forcément, je vais en entendre parler pendant des plombs. Ok, je mute. Allez, on y va. Dès qu'on parle de toi, tu unmute. Ah ouais, on entend plus de crampes. C'est fou, hein. Ouais, 3, 2... Et là, on laisse un petit peu de... Est-ce que t'entends quand je grince la chaise comme ça ? Ouais, ça Ouais. c'est wireless bonheur. Sur les tombations, j'ai vu le stand-up de Eddie Murphy. Et putain, Eddie Murphy à l'époque, les vannes qui passaient, c'est hallucinant quoi. Ah bah, ça a changé. Ah, aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça. Mais je sais pas si tu l'as vu, le one-man show d'Anthony Jeselnik, mais qui est sur Netflix aussi. Sport and Prayers, et il y va aussi. C'est pour notre époque, il y va encore pas mal. Bon bah écoute, on se lance dans les recos ? Allez.
Putain, et les crapauds ont fermé leur gueule juste au moment où t'as dit ça. C'est quel synchro, ils font « Ah, c'est fini, mais on peut... » Tu sais que si je dire. tape sur la porte du garage fort, il y a genre 10 000 crapauds qui se taisent d'un coup. Hein. Ah ouais? Ouais, ils sont très sensibles au bruit. T'as dressé les crapauds? Non, ils sont très sensibles au bruit, ils détestent. Non mais là, sérieux, on les entend plus. Bah là, ils sont littéralement en train de se toucher la nouille. Putain, mais... Quasiment, donc si t'entends un bruit, tu t'arrêtes. Tu veux dire que les crapauds sont comme Nicolas Bedos, au bout d'un moment, ils se touchent? Ah mais les mecs, attendez, on a eu des crapauds pendant toute l'émission, là ils ont fermé leur gueule, on la refait. On passera moins de temps à éviter les crapauds en fond. Eh non mais putain, mais entre l'écho de Daniel et les crapauds dans le fond, ça va être sportif, hein, pour les auditeurs qui vont s'envoyer ça.